Et salut, c'est à nouveau Fred, Indécent Powa, Geek Podcast avec Fred. C'est ça, ouais, voilà. Oui, c'est toujours ça. Donc toujours le... Antoine? Non, Antoine est malade, je sais pas. T'as Mehdi? Mehdi, il est à la cave. C'est ça. Comme d'habitude. Ah oui. Donc nous sommes toujours le vendredi, le premier jour du Fige à Cannes. Et la petite mise au grill extérieure, à la fraîche, mais c'est pas grave. C'est très bien. Avec monsieur Philippe Auribeau. C'est vrai. Présent. Salut à tous. Comment que ça va bien dans ce Ça va plutôt bien. Ça fait plaisir de voir les copains. Ça c'est clair. Après toute cette apocalypse Covid, ça fait du bien. Ouais, on s'en est pas remis encore. Je me rends compte que le contact social nous a manqué à un point qu'on n'avait pas soupçonné. Ouais, d'ailleurs, de toute façon, ça je pense que les professionnels du jeu de société le voient, ça a complètement explosé la façon de pratiquer le jeu de société, puis du coup le jeu de rôle aussi, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Absolument. D'ailleurs c'est plein alors que d'habitude le vendredi c'est loin d'être le cas. Exactement, ouais. Donc demain si on fait pas d'interview, c'est pas très grave en fait, hein. On va déjà essayer de survivre, c'est déjà pas mal. Ouais, vous commencez par l'élite en plus, ça va. On commence par les meilleurs, voilà. Donc du coup, on profite de ta présence pour te cuisiner un petit peu sur un petit financement participatif d'un petit jeu qui peine à percer d'ailleurs, faut bien le dire, donc c'est pour ça qu'on donne la parole, hein, parce qu'on est comme ça nous, hein, voilà. Donc les Lames du Cardinal, deuxième édition. Oui, deuxième édition. Voilà. Donc un tout petit financement participatif qui a déjà pété les 200 000 €. Cool. Merci à tous d'ailleurs, tous ceux qui ont backé et qui regardent l'émission, parce que c'est grâce à vous. D'ailleurs, donc c'est vrai qu'on sort la somme, mais le plus important, enfin pour moi en tout cas, c'est le nombre de souscripteurs. Et je sais pas, on est dans les 950 contributeurs, donc c'est énormissime. Ce qui est quand même pas mal. Et surtout ça veut dire potentiellement plus de 900 tables des Lames en 2024, donc voilà, ça réchauffe le cœur cette affaire là, c'est bien. Alors du coup je pense que la première question c'est pourquoi les Lames? Alors pourquoi les Lames? Parce que Pierre Pével, oui. Voilà, Pierre Pével qui a écrit une trilogie, Les Lames du Cardinal, c'est de l'Uchronie historique. Uchronie mousquetaire. Voilà, Uchronie mousquetaire, / agent secret, / dragon. Voilà, donc c'est une grosse dose d'Alexandre Dumas, avec un fond historique très documenté, et puis par-dessus un saupoudrage, j'aime bien le terme de saupoudrage parce que c'est une fantaisie qui est assez discrète. Les dragons sont une réalité, ils marchent parmi les hommes, ils ont pris forme humaine pour la plupart, et ce sont, par le biais d'une société secrète basée en Espagne, les grands ennemis du trône français, du trône de France, donc dans ces années de troubles politiques et de guerre, puisqu'on sort de la guerre de 30 ans et on entre dans les troubles de la Fronde. Voilà, ce que j'allais dire, la période historique, c'est juste la Fronde. Milieu 17e, ouais. La V2, 14, quoi. La V2 donc déjà la V1 est changée de roi et de cardinal. Mais la V2 s'inscrit 5 ans plus tard, au début des troubles de la Fronde, pour apporter au jeu une dimension un peu plus humaine que la V1. Parce que on se rend compte en étudiant l'histoire, ce que j'ai fait de façon un peu étendue pour les Lames du Cardinal, que les complots humains de cette époque sont aussi intéressants que les histoires fantastiques qu'on peut bâtir. Et quand on rajoute la dimension draconique derrière les complots humains, on arrive à faire des choses passionnantes, enfin, j'espère. Si vous les avez pas lus, les Lames, ça se lit très vite, ça se lit très bien, et c'est une baffe. Un bouquin, ça se lit mais en quelques heures, et à la fin du 3e, on est là. Il y a ta nouvelle. Et après on arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de Pierre Pével, on rappelle c'est aussi l'auteur du Paris des Merveilles, si vous aimez le steampunk. Et moi, mon style préféré, c'est Les Ombres de Willstadt. Il y avait la guerre de 30 ans. Ouais, Willstadt, c'est ça, guerre de 30 ans, dans le Saint-Empire romain germanique. Le héros est une sorte de chasseur de fantômes, de ghouls et d'autres créatures abominables. Van Helsing, quoi. Ouais, c'est ça, un Van Helsing qui a bien la classe. Et c'est effectivement une trilogie aussi qui a tombé. Et le Paris des Merveilles, c'est aussi une immense réussite en féerie, steampunk, belle époque, années 1900. Je crois que tu as écrit des nouvelles d'ailleurs dans les recueils. Hein, non, j'ai écrit le spin-off des Lames du Cardinal. Mais dans les recueils qui sont sortis, qui sont de très bonne qualité, j'ai pas écrit. Voilà. Pierre a plus voulu de moi. Non, je plaisante. Voilà, donc bon. Plus généralement, lisez du Pével, c'est très bon. Voilà. C'est très bien. Donc on disait, les Lames ressortent en financement participatif, et du coup donc chez Eldercraft.
chez Eldercraft. Pareil, donc c'est eux qui t'ont contacté ou comment ça s'est passé du coup ce choix éditorial? Alors quand c'est une adaptation d'un roman, la première chose qui se passe c'est un accord entre le romancier et l'éditeur. Donc à ce niveau-là, Pierre qui connaissait Sébastien Moricard, donc le boss d'Eldercraft, puisque Sébastien travaillait par le passé pour Brajlon, donc a travaillé déjà pour Pierre. Pierre avait entièrement confiance en Sébastien et il lui a confié la gestion des lames. Sébastien ensuite m'a contacté pour me dire qu'il avait très envie de continuer en fait sur la lancée de la V1 et avec l'équipe de la V1. Donc voilà, ça s'est fait en 2 étapes. Pierre Eldercraft et Eldercraft mon équipe et moi et voilà. Et puis Pierre était content et nous aussi. D'accord. Donc les lames, on va y jouer des personnages comme on les retrouve dans les bouquins, ou est-ce qu'il va y avoir une petite différence par rapport à ces personnages qu'on a aimés? Alors on va jouer forcément des personnages différents, mais ils suivent la même structure des personnages des romans, c'est-à-dire ce sont des agents d'élite et des combattants d'élite, donc ça ne change pas, et à ce niveau-là on joue des personnages qui sont d'une puissance équivalente aux personnages des romans. On passe pas du 0-0 à l'agent subalterne, on joue une bande de 0-0. Hein. Ce sont des personnages qui sont très très forts en termes techniques, avec tous un côté sombre, comme il y a dans les romans aussi. Parce que c'est le côté qui m'a vraiment passionné dans les romans, c'est que chaque personnage est un peu une gueule cassée. Ils ont tous un truc qui ne va pas et ça les marque profondément et c'est ça qui les rend très attachants. Donc j'ai tenu à ce qu'il y ait cet élément-là aussi, ce côté sombre des personnages. Sinon on joue juste un super-héros, mais bon, jouer Superman sans la kryptonite, c'est pas intéressant. Et voilà, tous escrimeurs d'élite, tous agents avec des multiples spécialités, comme dans les romans. Donc on suit vraiment le modèle, puisque je me suis servi des personnages de Pierre pour établir des templates, des profils que j'ai enrichis ensuite pour donner un plus vaste choix, mais la base c'est que les héros ressemblent aux lames du cardinal de Pierre. Ouais. Et du coup en termes de mécanique, ça va fonctionner comment cette histoire de côté sombre des joueurs, comment ça va influer? Alors en fait pendant la création de personnages, on a le choix entre 22 profils. Oui. Le principe de la création de personnages, c'est de choisir 2 profils auxquels les autres joueurs n'auront plus accès pour assurer de la variété à la table. Puis chaque joueur va choisir 1 ou 2 arcanes du tarot. Et cet arcane va donner un côté sombre. Donc si tu en choisis 1, tu vas avoir un côté sombre simple, on va dire. Et si tu en choisis 2, tu vas avoir un personnage véritablement torturé. D'accord. Voilà. Mais ça se fait pendant la création de personnages. Pareil, il y a une notion d'opposition des arcanes du tarot, donc il va y avoir des oppositions entre les personnages parce que leur côté sombre va être antagoniste. Un personnage va par exemple être très réfléchi, un autre va être très impulsif, et ça va se ressentir à la table par l'opposition qui va de temps en temps très ordonné, plus chaotique, etc. Tout à fait. Ouais. Et en termes purement mécaniques, qu'est-ce que ces côtés sombres vont apporter en jeu? Est-ce que c'est des moments où les joueurs vont, alors, sans dire perdre le contrôle, mais vont avoir je ne vais pas parler de folie parce que c'est pas forcément le but, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va marquer la partie au déclenchement de ce côté sombre? Oui, alors il faut savoir que dans les lames, il y a un nombre de tests réussis qui sont très au-dessus de la moyenne. La majorité des tests vont être réussis de façon automatique, sans tirage de cartes, sans test. Le côté double zéro. Voilà, le côté double zéro, parce que on ne va pas demander à D'Artagnan de faire un test pour grimper en haut de la tente qui est là. Non, ça ressemble un peu au côté gumshoe, toute proportion voilà, gardée. absolument. C'est tout à fait l'esprit de faciliter la narration. Et par contre, au sein du paquet des lames, donc qui est le jeu de cartes, il va y avoir un ou plusieurs arcanes, donc un ou plusieurs tarots. Et si le tarot associé au côté sombre surgit, ça va créer là par contre un échec qui va être retentissant et généralement qui va créer du drama. Donc la mécanique, elle va intervenir à ce niveau-là, donc assez rarement, on va dire. Mais par contre, quand l'échec va arriver, par expérience, il arrive jamais au bon moment en fait. Quand tu commences à piocher les cartes, c'est que tu as des tests qui sont très importants. Et quand tu échoues à ces tests-là, ça marque vraiment, les joueurs s'en rappellent. Ça promet des parties assez amusantes, je pense. Des petits traumas. Hein. Oui, c'est aussi pour ça qu'on joue. Enfin,
Quand et tu le disais, les personnages des lames, c'est des personnages qui sont exceptionnels. Du coup, leurs échecs sont d'autant plus exceptionnels. Et c'est ce qu'on recherche sur ce genre de mécanique, je suppose. Voilà. Et il ne faut pas, par contre, enlever cette notion d'échec. Parce que s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de risque, très vite tu perds l'intérêt du jeu. L'intérêt de jouer à quelqu'un de surpuissant. Si à un moment tu ne te manges pas une grosse gamelle, le jeu devient beaucoup moins intéressant. Là, ça arrive suffisamment rarement pour que tu te sentes vraiment, tu sens que tu joues un personnage d'exception. Mais par contre, quand tu t'en manges une au mauvais moment, tu t'en souviens et les joueurs, il y a tout un système qui justement permet la collaboration et l'esprit de corps des lames du cardinal. C'est vraiment le moment où tout le monde va se déchaîner pour sortir le copain de l'ornière en fait. Et moi c'est ça qui m'intéresse dans le jeu de rôle. C'est les moments de stress et de communauté où tout le monde se creuse un peu la soupière pour dire putain comment je peux l'aider, est-ce que là qu'est-ce que je peux faire parce que là il a beau être surpuissant, il va y rester, il est sans ressources. Comme on dit souvent en partie, on se souvient surtout des échecs et moins des réussites. Donc c'est surtout ce genre de choses que... Quand on regarde, je ne suis pas généralement très client des actual play, mais en fait quand je regarde les petits comptes rendus d'actual play ou les joueurs, ou que je vois les joueurs qui viennent discuter avec Fibre ou par le passé avec Maillard, en fait ils évoquent les échecs critiques. Et on voit que c'est les échecs qui marquent. C'est l'échec ou c'est la réussite de dernière minute sur le test qu'on va tenter sur le fil. Voilà. C'est ces moments-là qui font les moments de tension. Et en fait, le KPDP, c'est exactement ça. Donc il faut vraiment arriver à cette ambiance-là de temps en temps de drama, justement. Le drame qui se noue et qu'est-ce qu'on va faire pour y échapper. Alors, on va venir maintenant sur le cœur de ce financement en cours, à savoir donc quelles sont les différences. Alors je sais que ça a déjà été expliqué dans le live de présentation, on vous mettra le lien dans la vidéo du coup pour renvoyer vers le live avec Fibre Tigre, etc. Quelle est la grosse différence entre la V1 et la V2 ? Alors, déjà tout a été repris, corrigé, réaménagé, redidactisé. Moi à l'époque j'étais pas rôlisme, Freud pourra en parler peut-être plus. C'était bordélique. Voilà. C'était bordélique, c'était mal gaulé, il y avait plein de défauts. Pour des raisons X ou Y, on va pas passer 2 heures dessus. Le fait est que cette V2, j'ai eu beaucoup plus de temps pour la faire, j'ai beaucoup plus d'expérience, à la fois dans l'écriture, dans la gestion de projet. Donc elle a été entièrement revue, remise à plat. J'ai enlevé toutes les lourdeurs au niveau du système, tout ce qui empêchait en fait le rythme de s'installer. Donc déjà au niveau mécanique, c'est normalement beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa à jouer. Voilà. Tout en ayant conservé les points forts de la première édition, notamment la création de personnages et puis les éléments qui étaient sans doute mal vendus, mais le système d'escrime qui a beaucoup de fans aussi, qui manquait juste d'explications pour le rendre vraiment super punchy. Donc j'invite tout le monde à regarder le live qu'on a fait pour voir un exemple d'un combat à 5 lames contre 40 Pékins et ça dure en jeu ça dure 10 minutes parce que c'est ça le KPDP. Et ensuite au niveau de l'univers, donc on a, comme je disais précédemment, on a bougé de quelques années pour s'inscrire dans la période de la Fronde, avec tout ce qui va avec. Donc on a plus d'opportunités en plus. Voilà, plus d'opportunités. On a décrit in extenso ce qui va se passer. Il y a une nouvelle, on va dire, campagne en fil rouge qui se passe pendant toute la Fronde, donc un peu style Great Campaign de Pendragon, où année après année on a des événements réguliers qui... Ténèbres sur la forêt noire. Ouais, voilà, aussi, exact. Une autre obligé de la placer, désolé. Une autre de mes références d'ailleurs, sans doute la plus belle claque que je me suis pris ces dernières années. Voilà. C'est un peu mon esprit en fait, c'est de proposer quelque chose qui ne soit pas très scripté, mais qui immerge vraiment les joueurs dans une intrigue grand format, avec des vrais enjeux, des gros enjeux. Tu changes toi le mot en fait. Et puis la Fronde, c'est le gros avantage, c'est que c'est une période qui est pas facile du tout pour les lames. C'est un défaut que j'ai vu a posteriori pour la V1, c'est que la vie des lames est beaucoup trop facile.
Ils sont dans l'hôtel de Chevry, c'est un hôtel grand luxe, ils sont sponsorisés, ils peuvent avoir l'armement qu'ils veulent. Là, ils se retrouvent dans un hôtel à moitié en ruine, à moitié caché, avec Mazarin qui ne veut pas lâcher un denier, et qui, en cours de route, bon ça c'est l'histoire, se retrouve exilé dans le Saint-Empire. Et ça c'est intéressant au niveau jeu, parce que les lames vont devoir se débrouiller entre elles, et faire jouer leurs ressources, leurs contacts. Voilà, tout ce qui fait une bonne histoire aussi de jeu de rôle, l'interaction avec des PNJ, le fait de nouer des relations avec les PNJ par exemple, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré moi. Et voilà, c'est vraiment maintenant au cœur de l'histoire. On a beaucoup plus décrit l'univers, on a rajouté plusieurs parties, le Saint-Empire romain, pas le Saint-Empire, les Provinces-Unies. On a décrit, oui, on a décrit un petit peu on a décrit aussi un petit peu les Amériques, l'Asie, l'Afrique. La Nouvelle-France. La Nouvelle-France, salut aux Québécois. Oui. Voilà, plusieurs ajouts au fil de l'eau, des gros chapitres en plus, des refontes totales sur certains points de système, comme par exemple la gestion des contacts et ressources, qui est beaucoup plus facile à gérer maintenant et qui, a priori, si j'en crois tous les joueurs qui ont testé, est très sympa. Et puis, en fait, on va dire que la ligne de conduite, le chemin de fer de la V2, c'est de tout faire pour faciliter la narration. Donc en fait, toutes les lourdeurs qui l'empêchaient, je les ai enlevées. Par exemple, il n'y a plus de notion de jeu des fosses et jeu au pioche. Parce que quand on est... Parce que c'est vrai que moi je l'ai pas connu à cette époque. Quand on est 5 à la table et que tout le monde doit défausser 3 cartes et en repiocher 3, ça prend une plombe. Quand tu arrives au 5e, il ne se rappelle plus du début de l'action. Là, il y a énormément de tests qui sont gérés en automatique ou en test, ce qu'on appelle maintenant les tests éclairs, qui est un nouveau test où tu pioches 1 ou 2 cartes maximum. Et c'est incroyable parce que ça fluidifie le jeu en fait, parce que la majorité des tests se gèrent comme ça. Il n'y a que quand tu vas faire un test qui est vraiment... où il y a un enjeu titanesque, où tu vas faire un test complet, mais dans ce cas-là, il va y avoir une tension qui va justifier le fait de piocher une main complète de cartes. Donc voilà, on a essayé de garder les éléments qui étaient, à notre avis, assez réussis ou qui avaient leurs fans, d'enlever les lourdeurs, de se mettre au service de la narration et puis d'enrichir l'univers, voilà, d'enrichir ce qui avait déjà été proposé, parce qu'il y avait un gros travail qui avait été fait, notamment par Sam Bidal sur les dragons, sur toute la mythologie draconique. C'était très cohérent, c'était de très bonne qualité. Et c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est pour ça que je peux en dire du bien. Donc on est resté sur cet esprit-là, et puis on a enrichi tout ce qu'il y avait. On a rajouté des lieux emblématiques de Paris, par exemple dans le chapitre sur Paris. On a rajouté des intrigues, on a rajouté des opposants. C'est un travail qui est dans la lignée de la V1, mais je trouve que le résultat final n'a plus rien à voir. C'est vraiment... c'est tellement plus riche et c'est tellement plus abouti que c'est presque un nouveau jeu. Et du coup, assez rapidement, qui est-ce que tu embarques dans le projet? Donc, tu nous as parlé d'Eldercraft, mais qui sont les autres personnes autour du projet? Bah écoute, moi en ce qui me concerne, il y a mon équipe de création, donc je vais les citer. Il y a honneur aux dames, donc Camille Guiroux qui était sur la V1 également. Jérôme Isnard qui était sur la V1, qui nous a laissé amicalement ses textes, même s'il a pas eu le temps de travailler sur la V2. Samuel Bidal qui est vraiment mon bras droit sur cette histoire et qui a beaucoup écrit, qui a fait également de la relecture technique, tactique, biblique, enfin bon, toutes les relectures qu'on peut faire. Et Patrick Simoens, donc un nouveau qui a fait le gros scénario qui est dans le livre de règles, le livre de base, qui est un scénario vraiment grand format avec des enjeux énormes. Et puis au crayon à la peinture, on a eu donc Loïc Musy qui nous a laissé qui nous a fait la joie de nous confier les illustrations de la V1 qui étaient de très, très bonne qualité, qui a fait quelques illustrations en plus et qui a surtout refait intégralement le tarot draconique, puisqu'il il n'était pas extrêmement satisfait de son travail de l'époque et il voulait absolument refaire le tarot, donc il a refait le tarot. Et puis on a Johan Blé, alias Papayou, qui a fait également des illustrations intérieures et les couvertures que vous pouvez voir sur les jaquettes. Voilà.
Et à la maquette, on va avoir Jocelyn Grange qu'on ne présente plus, qui est un habitué. Que des illustrateurs qui demandent à percer en fait. Voilà, c'est ça. On a pris des petits nouveaux. Il faut leur donner leur chance. On leur a dit on va pas beaucoup vous payer, mais vous allez voir, ça va être sympa pour vous. Donc ils ont gagné en fait en notoriété grâce à ce petit projet. C'est bien. Évident. Non mais bon, j'ai beaucoup de chance dans cette aventure, c'est que je suis entouré de beaucoup de compétences, beaucoup de bonne volonté. J'ajoute bien entendu l'équipe d'Eldercraft, Sébastien, Clémence, tous ceux qui ont participé à ça. Il y a pas mal de monde qui a travaillé là-dessus. De toute façon, on ira les interroger aussi sur le financement lui-même. Ouais. Parce que je sais qu'il y a pas mal de questions justement sur les prix. Je pense que c'est vraiment le truc qui revient en ce moment un petit peu. Oui, Sébastien a une... On ira cuisiner aussi. Et quelqu'un un éditeur très responsable en fait, qui pense effectivement produit sur le moment, au moment du financement. Le financement c'est particulier comme exercice. Il y a moyen de s'emballer un peu trop parfois et lui il pense à la pérennité du jeu, à la pérennité de la gamme. Il vous expliquera ça mieux que moi, mais tout ce qu'il fait est très cohérent et très réfléchi. Alors moi j'ai une petite question qui n'a plus rien à voir du coup avec le jeu de rôle, quoique quand même. C'est sur ton activité littéraire. Parce que tu écris des nouvelles et tu as écrit donc, du coup, le roman Écarlate aussi. Oui. Excellentissime d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, allez-y, c'est de la bonne. Donc est-ce que tu as d'autres projets justement au niveau littéraire? Alors des projets, j'en ai plein la tête et plein les poches et malheureusement j'ai pas le temps qui va avec. Donc j'ai été obligé de mettre de côté certains projets, notamment de romans, pour une raison assez simple, c'est que pour me lancer dans des séances d'écriture de romans, j'ai besoin d'avoir vraiment du temps devant moi, entre 2 et 4 heures minimum. Pour réussir à m'immerger. Le jeu de rôle me demande moins d'efforts, je ne dis pas que c'est moins difficile, mais ça me demande moins d'efforts. C'est un autre style. Voilà. C'est-à-dire que je peux très bien me mettre une demi-heure sur un point technique de jeu de rôle ou écrire 3000 signes ou relire un scénario. Donc j'ai privilégié le jeu de rôle ces derniers temps, notamment parce que je voulais dédier toute mon énergie et aux Lames du Cardinal et également à un de mes autres bébés qui est RunQuest chez les studios Dead Crows. Tout à fait. Et comme mes journées ne sont pas extensibles et que j'ai une petite famille à laquelle je tiens et à qui je dois du temps aussi, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix, mais j'abandonne pas le roman. J'aime beaucoup l'exercice qui est très différent de l'écriture de jeu de rôle. Et bon, voilà, j'ai des éditeurs qui m'ont dit que je pouvais sonner à la porte quand j'aurais terminé quelque chose, donc j'y reviendrai, de toute façon j'y reviendrai. Je pense que de toute façon on se fera une petite émission spéciale littérature d'ici quelques temps. Ouais, volontiers, bien sûr. D'autres questions mon cher ami? Pas plus que ça, donc à part les Lames et RuneQuest, tu as d'autres choses dans ton escarcelle rôlistique en projet? Ah oui, j'ai un projet aussi dont je peux parler parce qu'on l'a déjà abordé dans certaines interviews. Je vais piloter un jeu qui sortira, qui sera peut-être en financement, je ne sais pas trop, mais qui sortira en tout cas cette année ou l'année prochaine, qui s'appelle Uprising, qui est une traduction d'un jeu américain qui est basé sur le jeu de société Résistance. Résistance Coup, un jeu indie game, qui est un jeu dystopique cyberpunk qui se passe à Paris. Donc qui est écrit par des Américains, mais qui se passe dans un Paris, que le Paris s'est à moitié effondré, donc on est dans une société très 1984 à Paris. J'ai trouvé ça très très intéressant et ça m'a donné envie d'écrire, donc Stéphane m'a dit écoute, tu t'occupes de piloter ça. C'est un jeu auquel je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités, notamment il y a un point qui est rarement abordé dans les jeux de rôle, c'est le concept de traîtrise, puisqu'on joue des agents de la résistance face à un pouvoir corrompu, et la traîtrise est vraiment intégrée dans le jeu. On joue vraiment, il va y avoir un ou plusieurs joueurs qui vont avoir des buts antagonistes au reste de l'équipe, et c'est finalement assez rarement proposé. C'est pas ma façon de jouer coutumière, mais
parfois sur du salon, de la partie courte, je pense que c'est quelque chose qui peut être très très sympa à jouer. C'est des jeux qui fonctionnent très très bien, mais je me souviens, alors c'était pas en jeu de rôle, mais c'était en jeu de plateau, c'était sur Battlestar Galactica. Voilà. Il y avait le côté... Absolument, en fait... Des Gaius Baltar, on a je suis chevalier à table ronde, Dead of Winter. Je suis un fan absolu de Battlestar Galactica, j'y jouais encore hier matin. Et en fait, c'est tellement des parties qui sont extraordinaires quand tu as des bons joueurs autour de la table que j'ai trouvé dommage finalement qu'on n'ait pas cette possibilité-là en jeu de rôle. Et quand je suis tombé sur Uprising, je me suis dit bah tiens, là on va pouvoir faire tu vois, j'avais cette référence-là, j'ai dit on va pouvoir faire du Galactica en jeu de rôle et ça peut être super sympa. Je pense que ça peut être super sympa. Voilà. Et sinon, d'autres projets un peu plus lointains, des trucs dont je ne peux pas trop parler, mais bon, sans doute du grand ancien Chaosium dont je vais m'occuper aussi. Oui, ça, bon, de toute façon, j'allais dire... Tu réécouteras ton interview. Oui, voilà. Tout le monde le voit arriver gros comme un destrier. Oui, tout à fait. Oui, comme ouais, tout à fait. Un destrier. Mais t'as pas avec le Carmina Burana. Ouais, mais t'en as pas qu'un seul en fait, parce que t'as celui pour le voyage, t'as celui pour la guerre, t'as celui pour le... Et oui. Tout va bien. Hein, bon bref, c'est pas, on n'a rien dit, mais on a rien dit et vous avez compris. On est nuls pour les secrets. En tout cas, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire. Non. Sinon, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci à vous. En extérieur. Un plaisir. Ça va, c'est demain la pluie, donc tout va bien. On est tranquille pour le moment. Merci pour tout, puis à très bientôt. Et merci mon cher Freux. À la prochaine. Oui, à très vite. Oui. Salut. À bientôt.